vous regardez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Pour vous interroger à mes côtés, Alexis Brézé du Figaro, bonjour. Et Christophe Jacobicine de TF1 LCI. Et puis dans cette émission séquence droit de suite avec les réactions des internautes et des téléspectateurs, auditeurs qui nous écoutent et nous regardent. Et c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui viendra vous les relayer, vous interpeller en leur nom tout à l'heure à la mi-temps de l'émission, puis en fin d'émission à nouveau. Et pour vous interpeller justement, rien de plus simple, il suffit d'aller sur Facebook et Twitter, hashtag Le Grand Jury. Dans la seconde partie de cette émission, nous évoquerons le dossier sensible de Calais avec les affrontements récents qui ont eu lieu entre migrants. On évoquera aussi, bien sûr, la recomposition politique dans la perspective des élections européennes. Mais d'abord, Christophe Castaner, plusieurs questions d'actualité liées très souvent au quotidien des Français, et notamment ces centaines de motards en colère qui ont été rejoints hier par des automobilistes à Paris et qui ont manifesté pour s'opposer à la limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. Vous savez que c'est une grogne qui monte en France, dans les territoires en particulier. Est-ce que vous persistez et vous signez ? Ce sera au 1er juillet prochain que cette nouvelle règle sera imposée. Christophe Castaner. Le constat, c'est quoi ? C'est que depuis 3 ans, le nombre de morts, le nombre de blessés graves, 70 000, augmente chaque année. Alors on fait quoi ? On fait rien. On se dit que tout va bien, ou alors on s'intéresse à la principale cause de ces accidents. Dans 92% des cas sur des accidents qui sont soit mortels, soit extrêmement graves et qui vous laissent des séquelles à vie, la vitesse est un élément. Je pense qu'il faut avoir du courage politique. Ça n'est pas populaire, vous l'avez dit, vous avez raison, ça n'est pas populaire. Et parce que ça ne serait pas populaire, il faudrait ne rien faire ? Moi, je serais fier. Parce que c'est à différencier. Voilà aussi ce que disent les automobilistes. Voilà, on le fait sur toutes les routes alors que ce n'est pas justifié de le faire sur toutes les routes. Les motards disent par exemple les glissières, c'est bien plus dangereux que la vitesse. Il y a des pays où c'est limité à 90 et à 100 et où ils s'en tirent mieux en termes de mortalité. Mais il faut intervenir aussi sur l'aménagement routier. Mais la principale cause, c'est la vitesse. Dans 9 accidents sur 10, la vitesse est un facteur majeur d'aggravation. Pour des raisons simples, 8,50 m de distance de freinage supplémentaire pour 10 km/h supplémentaire. Donc c'est ça la réalité. Est-ce qu'on ne fait rien ? Vous savez, moi j'étais gamin quand Jacques Chirac, le 14 juillet 2002, avait lancé 3 grands combats pour la nation. La lutte contre le cancer, une société inclusive par rapport au handicap, et le fait qu'il voulait faire de la prévention routière et de la sécurité routière un grand combat de la nation. À la fin de son mandat, il pouvait être fier d'avoir sauvé 10 000 vies. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est la possibilité, en baissant seulement de 10 km/h, de sauver 350 vies par an, une par jour. Alors c'est impopulaire, mais je crois qu'il faut assumer l'impopularité. Donc ce sera au 1er juillet. Juste une petite chose, toujours. Alexis La Cour de cassation vient de juger qu'on pouvait être sanctionné pour avoir utilisé son téléphone portable dans une voiture arrêtée. Est-ce que ça ne fait pas partie de choses qui exaspèrent les gens, ça ? Mais il y a évidemment un certain nombre d'anomalies qui peuvent exaspérer les gens. Mais ce qu'on sait, c'est que globalement, l'usage du téléphone portable dans la voiture contribue à votre perte d'attention et donc à un facteur de risque. Et donc celui qui conduit à ce moment-là, ou même celui qui est arrêté, qui a son téléphone et qui ne fait pas attention à son environnement, il râle. Mais moi, je pense aussi à celui qui est parent et qui, parce qu'il y a une petite faute d'attention, voit son enfant renversé sur le bord de la route ou même quand il traverse sur un passage clouté. C'est ça la réalité. Vous savez, quand on a imposé la ceinture à l'avant, il y a eu des procès au nom de la liberté pour dire, c'était dans les années 74, pour dire on atteint à ma liberté, on veut m'imposer cela. Ben, je crois que depuis, on l'a fait. Quand j'étais gamin, mes parents, vous savez, ils m'aimaient beaucoup. Mais ils m'installaient à l'arrière du véhicule. J'étais pas attaché, comme tous les gamins à l'époque, je jouais derrière. Aujourd'hui, aucun parent n'accepterait cette idée-là. Avant de démarrer, on se retourne 1 fois, 2 fois, 3 fois, quelquefois. C'est ça l'évolution. Donc ce sont des contraintes qui peuvent apparaître comme des contraintes. Mais en bout de course, vous aurez gagné 2 minutes en roulant 10 km/h plus vite pour aller à votre bureau. Pourquoi ne pas faire l'alcool au volant à 0 g dans le sang ? Mais le plan d'ailleurs... Est-ce que vous l'excluez, ça, mais moi, je n'exclus rien, à condition que ça permette de sauver des vies. Et le Premier ministre a présenté tout un panel de mesures qui permettent justement d'améliorer la sécurité routière. La mesure la plus symbolique qui fait le plus de débat, c'est celle des 80 km/h, vous m'avez interrogé dessus. Mais il a prévu aussi de conforter le permis probatoire, il a permis aussi de valoriser les bons conducteurs et d'avoir une amélioration aussi du nombre de points. Il y a toute une série de mesures qui sont proposées. Il y a aussi les lobbies de l'alcool et du vin. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous ne descendez pas à 0 g d'alcool dans le sang ? Je ne crois pas. D'ailleurs,
si c'était le cas depuis de longues années, où vous avez vu que chaque année, on a baissé le niveau d'alcool. Donc, est-ce que vous envisagez de le faire, Christophe Castaner ? Non, parce que je considère qu'à 0,1 g, par exemple, vous n'êtes pas dangereux quand vous conduisez, parce que c'est ce que montrent les études. Si les études faisaient la démonstration qu'il y a une aggravation des accidents parce qu'on est à 0,1 g, je suis convaincu que le gouvernement serait prêt à discuter de cela. C'est pas une question de lobby, c'est une question de sécurité. Christophe Jacubizine. Alors, puisqu'on parle de voitures, dans le journal du dimanche ce matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, se félicite d'une baisse historique de la circulation automobile dans la capitale, moins 4,8%. Elle dit aussi que baisse de la pollution. Est-ce que cette politique perçue par beaucoup de Franciliens comme une politique anti-voiture, vous apportez aussi votre soutien à la maire de Paris ? Notre modèle de transport change et doit changer. Le gouvernement intervient, par exemple, et met en place des dispositifs financiers pour changer les vieilles voitures. Il va aider celles et ceux qui ont des vieux modèles au diesel, qui sont très polluants et très dangereux pour la santé, à financer. La maire de Paris fait des aménagements qui favorisent les mobilités douces. En cela, elle a raison. Le seul reproche qu'on peut faire au plan d'action, c'est qu'il était conçu à Paris, pour Paris, et qu'il a négligé 18 millions de personnes qui vivent autour de Paris. Tous les Franciliens aussi qui ont besoin de traverser la capitale. Et je pense que c'est à cette échelle-là que nous devons construire un projet d'aménagement. Qu'est-ce que vous dites à Anne Hidalgo justement sur cette... Je lui dis ce que je viens de vous dire, c'est que je pense qu'il faut le faire à cette échelle-là. Mais une chose est sûre, vous savez, j'étais maire. Dès que vous supprimez une place de stationnement au plus près d'un commerce, vous avez forcément quelqu'un qui râle. Mais à un moment donné, il faut aussi que la ville se réapproprie l'espace public et avoir une autoroute urbaine qui traverse Paris, avec toutes les conséquences que ça a pour la santé des Franciliens et des Parisiens. C'est une vraie anomalie. Vous savez que Nicolas Hulot, au nom de la France, était convoqué il y a quelques jours par Bruxelles, parce que la France, aujourd'hui, sur la pollution de l'air, n'atteint pas ses objectifs. Donc oui, à cause de la voiture Notamment. Il y a plein d'autres raisons et on intervient sur tous ces champs-là. Aujourd'hui, on finance, par exemple, dans la loi de finances qu'on vient de voter, la possibilité de changer les chaudières au fioul pour les particuliers, parce qu'on sait que c'est un élément. Il faut agir à tous les niveaux. La voiture est un des éléments. La maison et les abus de consommation d'énergie, c'est un autre élément. Tous les modes de transport doivent être étudiés. Notre mode de production aussi, avec les centrales d'hydrocarbures que nous voulons fermer le plus vite possible, font partie de ces éléments. Donc on vous entend, vous ne décernez pas un satisfecit général à Anne Hidalgo pour sa politique de circulation. Je suis personne pour décerner des satisfecits à la maire de Paris. Et puis vous êtes en charge d'un parti important. Je n'ai pas vocation à décerner des bons points. J'ai vocation, moi, à faire en sorte qu'on mette partout en place des mesures qui favorisent la lutte contre la pollution. Alors, on a entendu vos réserves à l'égard de la politique. Ma réserve, c'est qu'effectivement, c'est à l'échelle de la région, de la métropole d'Île-de-France, qu'il faut concevoir cela, parce que ce qui apparaît, c'est une sorte de punition pour ceux qui ne vivent pas à Paris, au nom d'une protection légitime de la santé des Parisiens. C'est ce que portera un candidat En Marche aux élections municipales de 2020 à Paris ? C'est de toute façon la réflexion que nous devons conduire pour le Grand Paris. Au-delà même des questions d'échéance municipale. Nous devons évidemment agir à l'échelle pertinente. Aujourd'hui, renvoyer la responsabilité à des frontières communales, intercommunales, d'agglomération ou de métropole n'a strictement aucun sens. Je crois que la pollution, elle s'arrête à la limite du périphérique. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un candidat En Marche dans 3 ans face à Anne Hidalgo pour porter ces mesures-là ? Moi, là, j'ai un propos plus global. Je vous pose une question très particulière. Oui, mais sauf que je ne suis pas en train de vous dire, pour Paris, je suis responsable d'un parti politique qui arrête une règle simple. Nous voulons être présents partout, dans toutes les élections municipales, à Paris, à Lille, à Forcalquier, partout. À Marseille. L'objectif est effectivement d'être présent. Mais pas pour dire, on va dégager ceux qui sont en place. Donc il y a des endroits où vous avez des maires qui ont été élus avec une étiquette PS, d'autres avec une étiquette Les Républicains. S'ils ont bien fait leur boulot, s'ils ont atteint leurs objectifs, s'ils ont su manager leur équipe municipale en respectant la démocratie locale, s'ils veulent travailler avec nous et si leurs valeurs sont conformes aux nôtres, j'ai pas vocation à dire pousse-toi de là pour que je me Donc, ça sera le cas, par exemple, vous allez faire un bilan. Nous ferons le bilan de la mairie de Paris. Et il n'y aura pas des candidats partout. Il y aura des candidats partout, mais qui n'auront pas tous vocation à être maire. Enfin, il n'y aura pas partout un candidat pour être maire. Nous serons présents partout et nous n'avons pas vocation. Ça, vous savez, c'était l'habitude des partis dont j'étais, comme le Parti socialiste, les Républicains, de dire il faut des candidats avec notre carte politique partout. Moi, je pense que ça n'a strictement aucun intérêt. Si vous avez un maire qui a bien fait son boulot avec son équipe municipale, je suis prêt à le soutenir et à lui apporter les forces vives que nous avons, nos comités locaux qui sont créés, nos citoyens d'action. Mais ça peut être le cas d'Anne Hidalgo, mais ça peut aussi ne pas être le cas. Mais donc à Paris, Lyon et Marseille, il n'y aura pas forcément un candidat En Marche, étiqueté En Marche, ou dans ces 3 grandes villes. Il y aura des candidats partout qui auront le soutien En Marche. Certains auront été historiquement à En Marche, d'autres vont nous rejoindre. Là-dessus, je suis un grand pragmatique. Non pas pour vouloir ne pas affronter le combat. J'assume parfaitement le combat politique. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on considère qu'au motif que l'autre aurait une carte différente de la mienne, il serait mauvais.
Ce système-là est mort. C'est celui qui a fait vivre la droite et la gauche pendant des années, dont les Français ne veulent plus. Et ben, c'est la même chose pour une municipale. Vous pourriez soutenir Alain Juppé à Bordeaux, par exemple. Je ne sais pas si Alain Juppé est candidat à la mairie de Bordeaux. Mais si c'est le cas. Mais si on faisait ce travail de diagnostic, on pourrait effectivement le faire. Vous savez, je vais vous prendre un exemple plus local que je connais bien. J'ai dit ce propos-là concernant Christian Estrosi, qui a été mon adversaire aux élections régionales. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de me retirer pour empêcher que le Front National gagne ma région. Et sur Nice, j'ai dit cela. Et pourtant, c'est un adversaire auquel j'ai été en combat mano à mano. Et ce que je souhaite, c'est qu'on évalue sa politique publique locale avant de décider s'il est un bon maire ou un mauvais maire. Ce que je ne veux pas, c'est que le fait qu'on soit titulaire d'une carte qui ne soit pas celle de La République En Marche fasse penser que vous êtes forcément mauvais. Cette opposition-là, c'est celle qui nous a enfermés pendant des années, qui m'a enfermé comme militant, comme responsable socialiste. Moi, je veux m'en libérer. Mais puisque vous multipliez les exemples, vous pourriez aussi, par exemple, être vous-même candidat à Marseille. Je pourrais aussi être candidat à plein d'endroits. Aujourd'hui, je travaille à Paris, je vis à Fort-Calquier, qui est une charmante bourgade des Alpes de Haute-Provence. On vous prête des intentions à Marseille, mais vous ne le direz pas aujourd'hui, si je comprends bien. Mais on me prête des intentions, et je prends ça comme un compliment, comme une satisfaction personnelle. Ça ne flatte pas mon ego, mais c'est certainement la reconnaissance d'un travail local, d'un investissement pour la région, et tant mieux, je vois ça avec sympathie. Alexis Brézé. Je ne crois pas qu'on vous prête des intentions en Corse, mais nous allons parler un instant. Quelques vacances, pas plus. Le président de la République qui sera cette semaine, notamment pour commémorer l'assassinat du préfet Rignac. Il y a eu ce week-end des manifestations des nationalistes corses pour faire valoir un certain nombre de revendications qu'on connaît, qui sont un peu toujours les mêmes. Et un certain nombre d'élus macronistes corses ont voté avec eux dans la nuit de vendredi à samedi à l'Assemblée corse. Ça veut dire qu'au finalement, En Marche en Corse est avec les nationalistes. Une résolution qui reprend les principales revendications des autonomistes. La co-officialité de la langue, les prisonniers dits politiques, enfin, un certain nombre de... En Marche et Simeoni, même combat. Christophe Castaner. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le développement de la Corse. On a eu une élection régionale en Corse, avec un exécutif qui a été élu. Dans les élections régionales, quand vous êtes à la tête d'un exécutif, vous avez des missions. L'environnement, les transports, le développement économique. Autant de sujets que nous devons mettre sur la place publique et avec lesquels nous devons travailler. Ensuite, il y a des positionnements politiques. Le seul positionnement politique de La République En Marche n'est pas celui de la motion qui a été adoptée, je vous le dis, il est celui du discours du président de la République qu'il a tenu à Furiani pendant la campagne. Donc les élus corses ne sont pas représentatifs Ils n'ont pas voté une position qui est celle de la République En Marche. D'accord. Ils se sont trompés de vote, vous voulez dire ? Ah, ils se sont pas trompés, ils sont libres. Vous savez, le mandat impératif n'existe pas dans notre pays. Ça rappelle à l'ordre, ils ont été élus. Je suis pas là pour rappeler à l'ordre. Je suis là pour... Vous dites qu'ils n'auraient pas dû voter, ils n'auraient pas dû voter cette résolution. Ah mais ce que je dis, c'est qu'elle n'est pas conforme au discours du président de la République qu'il a tenu à Furiani, qui est celui de reconnaître une très grande particularité, une très grande spécificité de la Corse. La Corse, qui fait la taille de 2 départements alpins, ça n'est pas 2 départements alpins. C'est la Corse, avec sa culture, avec son identité, avec sa revendication d'autonomie. D'ailleurs, nous y sommes favorables. Et eux, la plus grande autonomie dans la République. Mais eux, ils réclament une mention spécifique de la Corse dans la Constitution. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable ? Mais le président de la République se rendra 2 jours en Corse, 2 jours pleins. À la fois pour rendre hommage à l'assassinat honteux du préfet Rignac. Honteux parce qu'on l'a quand même tué en lui tirant une balle dans le dos. Personne ne peut aujourd'hui penser que cela est un geste politique. Et d'autre part, celui aussi de s'intéresser tout particulièrement au développement de la Corse. Il consacrera une journée à échanger avec tous les partenaires sur ces sujets-là. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de reconnaître la fierté corse. Et on aime trop la Corse pour négliger cela. Mais en même temps, c'est d'investir massivement dans des politiques publiques, tous ensemble. Vous ne répondez pas sur une mention dans la Constitution. Mais le président de la République, à Furiani, a dit on peut aller le plus loin possible dans l'autonomie, pour l'autonomie, dans la République. La Constitution française le permet. S'il y a des échanges, et vous savez qu'on va travailler sur la Constitution, ils auront lieu sous l'autorité du président de la République, du Premier ministre, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais c'est vous qui avez ouvert la boîte de Pandore, puisque Jacqueline Gouraud, me semble-t-il, elle dit qu'il n'avait pas exclu récemment, il y a quelques jours, la mention de la Corse dans la Constitution. Emmanuel Macron à Furiani, pendant la campagne, l'a dit. Oui. Il a dit, ne négligeons pas ce que déjà la Constitution permet. Vous savez, je vais prendre un seul exemple. Il a dit, on pourrait envisager de revoir la Constitution, mais pas forcément de mettre le mot Corse dedans. Mais c'est ce que je suis en train de vous répondre. Mais regardez juste un point. Je sais la fierté corse.
Mais quand le président de la République dit devant le Congrès des maires, je souhaite qu'on aille le plus loin possible dans l'expérimentation possible d'actions territorialisées, localisées au plus près du terrain. Ça vaut pour la Corse, qui doit être justement ce modèle d'expérimentation-là, parce que cette identité, elle est particulièrement forte. Les Corses nous disent, ah oui, mais on ne veut pas être traité comme tout le monde. Si le principe s'applique à tous, il ne s'applique pas qu'à nous. Je ne parle pas des Corses en général, je parle de leurs représentants. Je pense que ce qui compte, c'est l'efficacité. Oui, alors, on reconnaît l'identité corse avec des moyens spécifiques, et ce sera le discours du président de la République. Toute dernière question, est-ce qu'on peut vraiment dialoguer avec des gens, quand des banderoles dans la manifestation indiquent « État français assassin » ou « Vive la lutte d'indépendance » ou quand un ancien chef du FLNC, Charles Piéry, est présent parmi les manifestants hier. Est-ce qu'on peut dialoguer quand on voit ce genre de pancarte? Mais on ne dialogue pas avec des manifestants qui sont dans la rue. Il y avait entre 8 et 15 000 personnes sur place. On ne va pas dialoguer à 8 et 15 000. Aujourd'hui, vous avez 2 représentants politiques de la Corse qui ont une légitimité, celle de l'élection. Ils ont fait 55% à l'élection en Corse. Le peuple corse a choisi de leur donner un mandat spécifique, mais un mandat d'action. Le peuple corse, ça va leur faire plaisir. Mais je dis le peuple de Provence-Alpes-Côte d'Azur de la même façon. Moi, je crois à ces identités. Je crois à ces identités territoriales. Je vous le dis. Mais la France, c'est une république une et indivisible. C'est cela qu'il faut avoir en tête. Mais la Corse ne peut pas être traitée comme n'importe quel département d'Île-de-France. Il faut reconnaître cela. Et les Français le reconnaissent. Mais en même temps, la Corse doit rester dans la République, doit respecter la République, notamment la langue, le fait de considérer qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, parce que ceux qui ont assassiné dans le dos le préfet Erignac ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des assassins terroristes. Il n'y a pas de prisonniers politiques, c'est ce que vous venez de dire, Christophe Castaner. Les Corses l'entendront ou pas. Alexis Brézé, une actualité cette semaine, l'annonce d'une réforme dans la fonction publique. De fonction publique, annoncée par Gérald Darmanin, étendre largement dans la fonction publique le recours aux contractuels, et puis l'annonce d'un plan de départ volontaire. Comment on fait un plan de départ volontaire dans la fonction publique, et ça va porter sur combien de fonctionnaires? Non, mais d'abord, il y a une discussion qui s'ouvre avec l'ensemble des représentations syndicales, des organisations syndicales de la fonction publique. Mais là, c'est annoncé, ça y est. Non, on a dit qu'on ouvrait la discussion sur ces sujets-là. Et c'est pas sûr qu'on ira jusqu'au bout. Mais ce que je veux vous dire, c'est, commençons par le constat. Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction publique en France satisfait tout le monde, à la fois l'utilisateur, à la fois les fonctionnaires? La réponse est non. Vous savez, moi, j'étais maire d'une petite commune, je manageais 100 personnes. Les promotions de grade dans ma commune, c'est pas moi qui les décidais. C'était le centre de gestion départemental. Est-ce que vous pensez que les gens avec lesquels je travaillais, dont je ne doute pas qu'ils m'aimaient beaucoup, étaient satisfaits de cela? La réponse est non. On a des gens qui font un boulot formidable et on ne peut pas leur donner de promotion. On a des gens qui ne font pas un boulot formidable et ils ont le même avancement à l'ancienneté que d'autres. Le système ne marche pas. Vous avez 5,5 millions de fonctionnaires en France, ce système ne marche pas. Donc oui, il faut tout poser sur la table. Est-ce qu'il est utile, indispensable d'avoir un contrat à vie quand vous êtes au cadre de la fonction publique territoriale ou d'État? J'en suis pas convaincu. Par contre, il y a des missions régaliennes, la sécurité, la justice qui l'implique. Donc on veut tout mettre sur la table. Ensuite, y compris le statut de fonctionnaire, le statut de fonctionnaire. Vous allez plus loin encore que Gérald Darmanin. Vous dites que l'emploi à vie n'est plus légitime. Mais moi, je dis qu'il faut tout mettre sur la table dans la discussion. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit quand il était à Bercy, ça avait chauffé à l'époque. Mais je dis... Hollande, que vous soutiez, l'avait d'ailleurs recadré en 2015. Mais je crois que François Hollande ne s'est pas représenté à l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut oser quand quelque chose ne marche pas. Et aujourd'hui, globalement, notre fonction publique ne satisfait pas les 5,5 millions d'agents. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parce qu'effectivement, on ne peut pas valoriser les gens qui bossent. On peut pas non plus, on n'a pas aujourd'hui d'indicateur de qualité. Est-ce que l'usager qui vient auprès du service public est satisfait de la qualité du service public? Je pense que c'est nécessaire d'oser poser ces questions-là. Ensuite, on va en discuter avec les partenaires sociaux. Rien n'est décidé. C'est pas décidé. C'est pas une annonce ce qu'a dit Gérald Darmanin. C'est un cadre de discussion. Donc, c'était Gérald Darmanin et le Premier ministre et Olivier Dussopt va conduire ces négociations, ces discussions-là. C'est un cadre. Par contre, il y a une chose qui est réelle. C'est la nécessité de dépenser moins d'argent public dans notre pays. Parce qu'il y a un mal-être dans la fonction publique. Depuis des années, on a embauché. Est-ce que le mal-être a été réglé? La réponse est non. La réalité, c'est quoi? Dans la fonction publique hospitalière, je vais prendre un exemple précis qui nous touche tous. Là, il y a des besoins. On a bien fait d'avoir embauché quand même. Mais la question n'est pas seulement celle de l'embauche. Aujourd'hui, par exemple, parce que vous n'arrivez pas à embaucher avec le cadre du statut un médecin, vous avez une explosion de l'intérim. Avec, et je cite l'ancien président il est toujours président de la Fédération hospitalière, qui disait avec des coûts de journée de 2 000 à 5 000 euros
la journée. Parce qu'on fait appel à l'intérim, tout simplement parce que le statut de la fonction publique ne permet pas de rendre attractif le recrutement de médecins. Donc oui, il faut se donner les moyens de recourir aux contractuels. Ce que je souhaite, c'est que sur ces sujets majeurs du service public qui est essentiel, on puisse dépasser les vieilles postures qui considèrent qu'on peut, j'ai entendu cette semaine la réaction de certains syndicats, on peut même pas rentrer dans la discussion. Vous avez mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que vous annoncez un plan avant même de discuter. Voilà. Mais on met un cadre à la discussion. Plus qu'un cadre. Mais vous savez très bien que si on dit « venez les amis, on va discuter longtemps ». Je pense que c'est bien d'avoir un cadre de discussion. Mais il faut commencer par le constat. Notre fonction publique... Et vous commencez quand ces négociations, très clairement? Dans les semaines qui viennent, les négociations vont aller de l'avant avec cet objectif. Nous devons dépenser moins d'argent. Alors on vous a entendu. Et diminuer le nombre de fonctionnaires. Le président de la République s'y était engagé. On en est toujours sur 120 000. Cette année, il y a une légère baisse du nombre de fonctionnaires. Mais aujourd'hui, notre administration change. Le numérique change la pratique de la relation avec l'administration. On a moyen... Par exemple, je vais prendre un exemple. Dans les Alpes-Maritimes, vous aviez, dans les années 70, 10 000 agriculteurs. Aujourd'hui, vous en avez un peu plus de 1 000. Et on a toujours une administration au sein de l'État, on a toujours une chambre d'agriculture. Peut-être que on peut s'interroger, se dire que comme il reste 25 000 agriculteurs dans toute ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut faire des économies de postes et améliorer le service. Je vous donne un exemple très concret. Ça va se passer comment, ces plans de départ volontaire? Dans les services que vous venez de citer, on va dire aux gens, finalement, vous n'avez plus de raison d'être, donc on va fermer votre service, comme on ferme une usine, finalement, dans le privé, et donc on fait un plan social, un plan de départ volontaire aux fonctionnaires. On leur dit quoi? On leur dit soit vous prenez un chèque et vous partez, soit on vous reconvertit. On accompagne quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie d'évoluer, qui a envie de créer son activité professionnelle parce qu'il a eu une belle expérience dans l'administration, qu'il a un vrai savoir-faire, que ce savoir-faire a évolué. Il veut le mettre à disposition, par exemple, d'une activité économique. On peut l'accompagner. Donc on lui fait un chèque. Est-ce qu'il peut pointer au chômage, d'ailleurs, s'il accepte de partir? mais on rentre dans une discussion. Ne me demandez pas le montant du chèque. La question du chômage est importante parce que personne ne partira si derrière on peut pas s'inscrire au chômage. La question de la compensation. Aujourd'hui, de toute façon, l'administration ne cotise pas et le salarié ne cotise pas au chômage. D'où la question. Effectivement, ça n'ouvre pas le droit au chômage. Si dans la discussion avec les partenaires sociaux, une décision différente était prise, pourquoi pas? À l'inverse, les contractuels dont on parle, eux ont droit au chômage. Mais il est payé par la collectivité qui les embauche, avec le fait qu'elle s'auto-assure, et ensuite la personne a les mêmes droits au chômage que n'importe qui, mais ça n'est pas payé par Pôle emploi, c'est payé par la collectivité qui les embauchait précédemment. Je vais vous prendre un dernier exemple sur ce sujet. Il y a 3 fonctions publiques qu'on connaît bien, l'hospitalière, la territoriale, l'État. C'est quasiment impossible de passer de l'une à l'autre aujourd'hui. Dans quel monde on est? Donc on fera des reclassements, on encouragera des reclassements de l'une à l'autre. Il y a des endroits où on va avoir des besoins nouveaux en matière de sécurité, par exemple, et peut-être qu'effectivement on peut passer, parce que c'est aussi une forme de sécurité, des politiques agricoles vers la sécurité. Et comment on fait pour que ceux dont on veut qu'ils s'en aillent, c'est le même problème d'ailleurs des entreprises, c'est pas toujours ceux dont on voudrait qu'ils s'en aillent qui s'en vont. Vous savez, avant de les pousser à s'en aller, il faut les former. On va investir 1,5 milliard dans la formation de nos agents, parce que comme dans le privé, on est dans un monde qui change énormément. Et la formation n'est pas au niveau satisfaisant à ces nouveaux métiers-là. Et donc je pense que c'est nécessaire. On va investir massivement sur la formation. L'objectif n'est pas de virer des gens, mais l'objectif est d'adapter notre administration, de l'évaluer. Moi, j'ai envie que celui qui vient au guichet d'un service public puisse me dire ça va, ça va pas, et que je puisse l'écouter. Est-ce que vous irez au-delà de 120 000 postes supprimés dans le quinquennat, ou est-ce que c'est l'objectif maximum, Christophe Castaner? Mais il n'y a ni plafond ni plancher. L'objectif, c'est d'apporter le bon service et de dépenser moins d'argent public. Il n'y a pas de plafond non plus, donc vous pouvez aller au-delà de 120 000. Mais ça n'est pas une annonce. Je me méfie je vous entends, du propos. Les mots ont un sens. Aujourd'hui, ce que je vous dis, oui, les mots ont un sens. Il n'y a pas d'objectif chiffré. On n'est pas en train de remplir des cases chaque fois qu'un fonctionnaire s'en va. Il y a 550 000 départs à la retraite dans un quinquennat. Donc c'est aussi sur ces bases-là. Il y a des métiers qui changent en profondeur. Prenez l'administration fiscale. Vous vous souvenez, quand on était gamin, on allait faire la queue pour déposer son dossier de déclaration d'impôt au centre des impôts. Il y avait la queue, c'était des papiers comme ça. Maintenant, vous recevez une télédéclaration où tout est fait, vous passez sur votre ordinateur. Il y a plus de 50% des Français qui l'utilisent. Le temps d'instruction du dossier a été diminué au moins par 10. Mais une majorité de Français, Christophe Castaner, pense que les salariés du public, 55% des Français pensent que les salariés du public pâtissent de votre politique, qu'ils sont un peu les parents pauvres de votre politique. Il y a eu le gel du point d'indice, le retour du jour de carence, et maintenant ce plan de départ volontaire. Est-ce que vous leur faites pas porter trop, le chapeau n'est pas trop large pour eux? Et pas d'augmentation du pouvoir d'achat sur la feuille de paie fin janvier, comme pour les salariés du privé. L'année dernière, toute fonction publique confondue, du fait de 2 accords et des décisions que nous n'avions pas prises nous, donc je ne vais pas faire cocorico là-dessus, l'augmentation moyenne de la rémunération de la fonction publique a été de 3,7%.
Vous savez que sans augmentation du point d'indice... Non, sans augmentation du point d'indice, chaque année, ce qu'on appelle le GBT pour un fonctionnaire, fait qu'il a une augmentation de salaire de environ 1,5 point. C'est ça la réalité. Je ne suis pas sûr que tous les salariés du privé, y compris ceux qui répondent au sondage, sachent cela. Donc il faut le dire. Mais ça ne veut pas dire que les fonctionnaires sont trop payés. Je vous le dis, je pense que pour la plupart, ils ne le sont pas assez. Moi, j'ai été manager. Je sais que le niveau de salaire n'est pas à la hauteur des responsabilités qu'ils ont. Le problème, c'est qu'on a des grilles, on a des fourchettes, on a des cadres. Moi, je veux donner de la liberté à l'employeur pour pouvoir valoriser celui qui bosse, celui qui assume d'être le plus actif pour la qualité du service public. Je pense que ça n'est pas malsain. Et je pense effectivement que, au nom qui est cette promesse de contrat à vie, on n'a pas bien traité notre fonction publique. Mais on a compris qu'il n'y avait pas de tabou, et donc le contrat à vie, la fonction publique à vie, pour vous, ce n'est pas un tabou, il peut être levé. Est-ce que vous pensez que parce qu'on est directeur d'administration centrale dans un grand ministère, on doit avoir la sécurité absolue? Non. Moi, je crois qu'on a la responsabilité absolue. Et qu'à un moment donné, vous pouvez faire l'objet d'une sanction. Et le fait qu'on vous dise, mais vous inquiétez pas, vous êtes sanctionné, vous allez dans le bureau à côté, il sera un peu plus petit, vous aurez moins de boulot, mais vous aurez le même niveau de rémunération, ça, je crois que ça interpelle les Français aussi. C'était une sécurité pour les fonctionnaires, mais ils se feront leur avis en vous entendant. C'est quelque chose que vous mettez dans le débat. Marie-Pierre Haddad, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour des premières réactions d'auditeurs et téléspectateurs à Christophe Castaner. Bonjour Christophe Castaner. Alors je vous donne une première prise de température de ce qui se dit sur les réseaux sociaux depuis le début de l'émission. Sur Facebook Live, Brigitte écrit que vous êtes le fan d'Emmanuel Macron et elle prédit qu'on sait déjà ce que vous allez dire. Bernard, lui, utilise l'expression Castaner au rapport. Et sur notre appel à question, Christiane, elle trouve que Macron est votre Dieu. Donc voilà ce qui se dit sur vous. Sinon, il y a deux sujets qui ont particulièrement fait réagir les internautes cette semaine. C'est le congé paternité et le burn-out. Tout d'abord, sur le congé paternité, on avait un témoignage de Stéphane, il a 4 enfants et il raconte que pour chaque naissance, il a pris 3 jours de congé de naissance qu'il a enchaîné avec le congé de paternité. Ça lui a fait 14 jours, mais il trouve que c'est trop court. Et Danielle, elle est favorable à un congé de paternité, mais elle dit qu'il ne faut surtout pas le rendre obligatoire. Est-ce que vous êtes favorable à un congé paternité obligatoire ? Comme Valérie Pécresse à ce micro il y a quelques semaines. Non, la question est que quand vous offrez un droit au papa, il l'utilise rarement parce qu'il y a toujours une seule priorité, son boulot, sa représentation sociale. La maman, par contre, elle, si elle peut mettre de côté son boulot pour s'en occuper. Je pense qu'au nom de l'égalité, il faut effectivement poser des principes. Le principe de la responsabilité du père comme de la mère. Je suis papa, je sais que je n'ai pas toujours été à la hauteur de cette responsabilité-là. Donc oui, quelquefois, l'exemplarité peut avoir du sens. Et le fait que ce congé soit obligatoire peut aller dans le bon sens. Le gouvernement y travaille, nous consultons, nous prendrons une décision dans les semaines qui viennent. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, justement, disait qu'elle était contre le rendre obligatoire. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Le gouvernement, aujourd'hui, y travaille et prendra une position dans les semaines qui viennent. Mais vous, personnellement, vous y êtes favorable, Christophe Castaner? Vous savez, par exemple, quand on a mis en place la parité dans le mode électoral pour les départements, tout le monde disait, oui, mais le fait de le rendre obligatoire n'est pas bon. Résultat, nous avions dans mon département, par exemple, 30 conseillers généraux, 28 hommes, 2 femmes. Aujourd'hui, c'est 15-15. Je peux vous dire que ça a changé la façon de travailler. Donc, à un moment donné, il peut y avoir des vertus à l'obligation. Pas forcément sur ce sujet spécifique, mais je pense que nous sommes tellement en retard sur l'égalité femmes-hommes que quelquefois, l'obligation peut permettre de remonter le niveau. Et on peut le faire de façon volontaire aussi. À La République En Marche, nous avons fait en sorte que une députée sur 2 soit une femme. Enfin, un député sur 2 soit une femme. Je pense que c'est aussi l'exemplarité de l'action publique. Marie-Pierre Haddad. Autre thème, donc le burn-out. On a eu des témoignages. Julio qui dit « Les entreprises induisent l'idée que le salarié leur doit tout et l'obligent dans ce cas à dépasser les limites acceptables qui font que ce n'est plus un humain mais une machine. » Et Christine, elle pense aux patrons de TPE qui sont victimes de burn-out et qui travaillent non-stop pour sauver leur entreprise et leurs salariés. C'est ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce que vous et La République En Marche, vous n'avez pas voté pour reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle? Christophe Castaner. Parce qu'une mission a été confiée à une parlementaire et un expert qui rendra ses conclusions dans quelques semaines et qu'on n'a pas vocation à faire des lois comme des coups politiques. Ce qu'a proposé la France Insoumise était un coup politique. Je suis monté à la tribune. C'est moi qui représentais le gouvernement pour dire qu'il y avait un vrai sujet sur le burn-out et que la proposition de M. Ruffin aurait des effets de ne traiter le burn-out que sur un petit volet et qu'on voulait une approche globale. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de coups politiques sur un sujet aussi important que le burn-out qui vaut dans le privé, vous l'évoquez, mais qui vaut aussi dans le public. J'en parlais tout à l'heure. Merci Christophe Castaner. On fait une première pause et on part dans la deuxième partie de cette émission de la situation à Calais et de la loi Asile-Immigration que vous allez défendre, vous, au gouvernement, mi-février. À tout de suite.
suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Alexis Brézé du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Christophe Castaner, cette semaine, vous avez pris une position qui a fait parler, c'est-à-dire que vis-à-vis de votre collègue Marlène Schiappa, qui s'était exprimée au sujet du meurtre d'Alexia Daval, elle avait appelé à ne pas sous-estimer les ressorts féminicides qu'il pouvait y avoir dans ce meurtre. Vous l'avez rappelé à l'ordre et elle a obtenu et continue à obtenir le soutien de nombreux ministres autour d'elle et de Matignon. Est-ce que vous n'y êtes pas allé trop fort vis-à-vis de votre collègue Marlène Schiappa? Je n'ai pas rappelé à l'ordre Marlène Schiappa, j'ai au fond dit la même chose qu'elle, mais en 2 phrases. La première, et je prends le risque qu'on puisse la couper, c'est rappeler un principe, qui est que le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir législatif et n'a pas vocation à commenter une affaire. D'ailleurs, c'est ce que Marlène Schiappa a dit, elle aussi. Et j'ai ensuite fait une deuxième phrase en évoquant mon sentiment comme homme, d'être choqué par l'instrumentalisation d'un rapport au sein du couple en question pour justifier, au fond, un assassinat. C'est ça que j'ai dit, en 2 phrases. Mais je rappelle le premier principe. Vous l'avez dit, ce n'est pas le rôle d'une ministre de s'exprimer. Certains disent oui, c'est le rôle d'un ministre de s'exprimer. Mais pas sur une affaire judiciaire. Je maintiens ce propos. Il y a une séparation des pouvoirs en France entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est la base de notre démocratie. Nicolas Dupont-Aignan dit, il la défend, votre collègue, en nom de la liberté de parole. Je pense que nous n'avons pas à commenter une affaire judiciaire. Par contre, on a des principes. Le principe qui est que rien ne peut justifier jamais l'agression, l'assassinat, le meurtre, et vous savez comme moi que c'est une qualification juridique différente, de son épouse, de son conjoint, par des faits liés à leur propre relation. Rien ne peut le justifier. C'est toute la différence entre un principe de droit et une revendication politique. Alexis Brézé. Oui, autre affaire judiciaire, autre affaire de violence faite aux femmes, Tariq Ramadan, qui vient d'être mis en examen pour viol et viol sur personnes vulnérables et incarcéré. Ça fait comme des années qu'on dénonçait son double langage, notamment Caroline Fourest. Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a eu trop de complaisance vis-à-vis de quelqu'un comme Tariq Ramadan, parce qu'on craignait d'être taxé, par exemple, d'islamophobie ? Moi, je crois pas. Et là encore, j'ai pas vocation à commenter l'affaire judiciaire, mais c'est pas le sens de votre question. C'est vrai qu'il a été une star médiatique et qu'il est invité sur de très nombreux plateaux et que peu de voix s'étaient élevées. Et vous avez raison de citer Caroline Fourest pour le dénoncer. Ça doit nous interroger collectivement. Il a même été invité d'ailleurs par des organisations politiques à participer à des colloques. Ça doit les interroger aussi. Christophe Jacubizine, on enchaîne avec le pouvoir d'achat. Nous parlions tout à l'heure globalement des fonctionnaires, mais c'est un sujet qui concerne et on sent qu'il y a une attention particulière de la part des Français. Oui, on voit d'abord que les sondages sont un petit peu moins favorables à l'exécutif. On voit aussi qu'il y a eu dans les prisons, dans les EHPAD aussi, pour des personnes âgées aussi, des revendications à la fois sociales, financières. Est-ce que, au fond, vous n'êtes pas en train d'aller un peu vite en besogne et de laisser sur le bord de la route plein de catégories de Français? On pense évidemment aux retraités qui ont vu leur pension baisser en janvier avec la hausse de la CSG. On pense à la France un peu des marges, de la ruralité par exemple, qui a l'impression que Macron, c'est une politique pour une partie des Français. Christophe Castaner. Vous avez beaucoup parlé de la CSG. On n'a peut-être pas assez parlé des 25 millions de salariés du privé qui, à la fin de ce mois de janvier, ont connu une augmentation. Mais eux en bénéficient. Je parlais des autres, de tous ceux justement qui ne bénéficient pas de... Vous avez raison, il y a une grosse moitié des retraités qui ont connu une hausse de la CSG, nous l'avions annoncé, qui connaîtront pour l'essentiel d'entre eux une très forte baisse de 30% de leur taxe d'habitation au mois de septembre, qui pour l'essentiel va compenser cette hausse-là. Mais parlons, vu qu'on parle des autres, mais moi j'ai envie de parler du plus gros morceau des autres. Le plus gros morceau des autres, ce sont tous les salariés de France, vous compris, qui aujourd'hui, à la fin du mois de janvier, ont eu une augmentation de leur salaire. Ma question, elle était sur les autres. deux France. Ouais. Ah non, mais j'ai envie de vous parler de la France, moi. Vous préférez choisir un angle, un petit morceau, parce que proportionnellement, c'est ceux qui se sentent lésés, Christophe Castaner. Ouais. C'est pardon ? C'est ceux qui se sentent lésés, les retraités par exemple, qui disent que la CSG a augmenté, que rien n'a été compensé. Les agriculteurs qui vont voir leurs aides européennes baisser parce qu'on a changé les critères d'allocation des aides. Non. Les aides européennes sont maintenues au même niveau. Dans 3 ans, on va renégocier la PAC. Par contre, il y a un zonage qui change. Quand vous changez un zonage, il y a un endroit où vous faites rentrer une zone. Ça fait des gagnants. Il y a un autre endroit, parce que ça ne correspond plus à ce qu'on appelle des handicaps naturels. Vous changez la zone. Ne faisons pas d'amalgame.
Ne parlons pas de baisse quand aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français dans leur globalité va augmenter. Mais il y a, et on ne l'a jamais caché, je l'ai toujours défendu, dans le transfert de baisse de charges pour les salariés sur la hausse de la CSG. Il y a des Français sacrifiés. Pas sacrifiés. Il y a des Français qui, à partir de 1 400 € pour un couple, quelqu'un qui est à 1 500 €, a une perte de 20 € par mois sur ses pensions. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'en dessous de 1 200 €, ils ne seraient pas touchés, puis ils sont en train de se rendre compte que finalement c'était du brut et pas du net, que ça prend un revenu plus large parfois que la retraite. Et donc beaucoup de retraités qui se disaient bon, je passe entre les gouttes, là sont en train de voir que finalement ils vont payer plus de CSG. Non, mais d'abord il faut regarder dans l'année, et je renvoie aussi à la taxe d'habitation. Ne négligeons pas cela. Les personnes âgées sont les bénéficiaires du minimum vieillesse aussi. On en parle peu. Mais pour la première fois depuis 4 ans, on augmente le minimum vieillesse, on l'a augmenté. C'est aussi les personnes en situation de handicap. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on va augmenter fortement cela. C'est normal qu'on parle et que râlent ceux qui connaissent une perte. Non mais je ne peux pas vous dire... C'est normal qu'il râle, Christophe Castaner, surtout aussi parce que vous avez une croissance supérieure à celle d'espérée. C'est un succès pour vous et aussi certains disent pour l'équipe précédente. 1,9% de croissance. Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser ce petit pactole-là pour redistribuer dès maintenant sans attendre comme on le fait habituellement la seconde partie du quinquennat? Est-ce que vous avez en tête de combien est le déficit de la France cette année? Alors que ça va mieux, hein. Il est extrêmement bas par rapport à d'habitude. C'est ça la priorité, le désendettement plutôt que le pouvoir d'achat. La priorité, c'est de considérer que l'État devrait juste gérer comme vous le faites vous. C'est-à-dire d'éviter de dépenser tous les mois 30% de plus que ce que vous gagnez. Je suis convaincu que vous ne le faites pas. Moi non plus. Certains le font parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent parce qu'ils n'ont pas les moyens de Mais comment font les gens? Enfin, vous connaissez des gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. À un moment, ils sont en procédure de surendettement. Mais il se trouve que c'est le cas de la France. Eux. Ça fait des années. Non, mais malgré eux, je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. Par contre, vous m'encouragez à dire que finalement, le surendettement pour la France, c'est pas très grave. Mais à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un paye. Et donc aujourd'hui, la croissance est un peu meilleure. Tant mieux. Tant mieux parce que derrière la croissance, ce sont des emplois, ce sont des activités économiques et c'est du pouvoir d'achat pour tous les Français. Mais vous me dites, parce que c'est un peu mieux, finalement, on peut dépenser plus et creuser le déficit. Vous n'augmenterez pas le SMIC, par exemple, grâce à cette petite marge de manœuvre. Mais au 1er janvier, le SMIC a légèrement augmenté. Mais le coup de pouce, il n'y en aura pas. Non, mais le SMIC, vous savez, on peut décider de l'augmenter. C'est ni vous ni moi qui allons le payer. Non, mais est-ce qu'il y aura un coup de pouce ? C'est l'employeur. Si, c'est vous qui allez le payer, vous savez, quand les prix vont augmenter. Et là, vous viendrez, vous m'inviterez, vous dites, il y a l'inflation qui s'emballe. Est-ce que vous servirez de cette petite cagnotte pour donner un coup de pouce au SMIC? Vous dites non, c'est pas la priorité. Mais attendez, mais votre question n'a aucun sens, excusez-moi. Le SMIC, c'est pas vous ou moi et l'État qui le payons. Le SMIC, c'est un entrepreneur privé. C'est le commerçant, vous allez acheter votre pain tout à l'heure, qui va le payer. Donc, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire, il y a une croissance qui est meilleure en France, je vais augmenter le SMIC. Il n'y en a qu'un seul qui paiera, c'est celui qui achètera sa baguette de pain. Il y a d'autres idées pour la cagnotte, notamment Brigitte Bourguignon, c'est la présidente de la Commission des Affaires sociales, elle propose deux choses. Arrêtez de parler de cagnotte quand on a 70 milliards d'euros de déficit public. Elle, Brigitte Bourguignon, République En Marche, elle parle de l'exonération de cotisation sociale sur les heures supplémentaires et elle propose aussi d'augmenter la prime d'activité de 80 € au 1er janvier 2019 plutôt que, comme c'est prévu, sur 4 années successives. Mais nous verrons la loi de finances de l'année prochaine. Nous aurons prévu d'augmenter la prime d'activité massivement dans la durée parce que nous sommes élus pour 5 ans. Vous savez, on peut toujours rajouter des mesures, mais il faut juste calculer combien elles coûtent. L'exonération supplémentaire. C'était dans le projet présidentiel, nous le mènerons et nous le mettrons en œuvre. C'est dans nos objectifs sur un mandat dont je vous rappelle qui dure 5 ans. Mais ça peut être en 2019. On peut tout faire d'un coup. Christophe Castaner, est-ce que ça peut être en 2019? Mais je ne suis pas en train de faire la loi de finances. On va travailler sur la loi de finances. Est-ce que c'est une orientation pour 2019? Mais attendez, on a dit que c'était dans le mandat que nous le ferions. Mais là, il y a une demande très forte. Il y a une demande de Brigitte Bourguignon, j'ai bien noté. Mais on voit bien que les Français regrettent cette mesure. Mais vous savez, parlons pas au nom des Français. Juste entre on les nous. lit, on les écoute. Quand vous utilisez le mot cagnotte, je pense que vous devez aller jusqu'au bout et dire est-ce qu'il y a une cagnotte quand il y a 70 milliards d'euros de déficit? Je pense qu'il faut être réaliste, il faut être sérieux, il faut dire la vérité aux gens. Moi, je veux bien faire plaisir. Vous savez, c'est ce qui s'est passé pour Lionel Jospin en l'approche des élections de 2002. On parlait de cagnotte. Il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte. Et donc, on a distribué la cagnotte. Le résultat, c'est quoi? Est-ce que la France allait mieux? Est-ce que les Français allaient mieux? La réponse est non. Je vous rappelle que même électoralement, Lionel Jospin a été dépassé par le Front National. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire des coups politiques, de monter l'idée qu'il y a une cagnotte dans un pays qui a besoin de réduire ses déficits publics. À un moment donné, quelqu'un devra payer. Et ce sera pas vous, pas moi, ce seront nos enfants. Moi, je pense que la responsabilité, la vérité, c'est pas de laisser croire qu'il y a une cagnotte quand on a presque 70 milliards d'euros de déficit. Et juste deux chiffres, je ne veux pas vous donner de chiffres, mais c'est pas 70 milliards sur 14 000 milliards. C'est un tiers de ce qu'on dépense chaque année, qui est une dette qu'on fait peser sur les enfants qui viendront au pouvoir demain. Une dernière question en responsabilité, sur cette question de justice sociale et de pouvoir d'achat. Nicole Belloubet, qui était à votre place la semaine dernière, a estimé
que l'agitation qu'il y a eu dans les Intermarchés au moment de la vente à prix cassé de pots de Nutella, c'était aussi symptomatique d'un problème de pouvoir d'achat? Elle a raison. Elle a raison. Il y a d'autres raisons. Vous avez vu que les pots de Nutella qui avaient été achetés étaient revendus immédiatement sur eBay un peu plus cher derrière. C'est dire. Je pense que c'est un dérèglement même culturel. Le prix des choses, le prix de l'alimentaire, le prix des produits agricoles. Et ça me permet d'évoquer la loi qu'a présentée Stéphane Travert il y a quelques jours. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de payer le prix des choses. Parce qu'on a inversé, par exemple, sur le prix de l'alimentaire, le fait que c'est le supermarché qui décide le prix et c'est pas combien ça coûte à la production pour l'agriculteur. Je pense qu'il faut réapprendre la valeur des choses. Et dans cet esprit, je pense qu'on peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, mais il faut aussi assumer de payer à l'agriculteur la valeur de ce qu'il produit. Votre collègue garde des Sceaux, elle dit, c'est un problème de pouvoir d'achat. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas actuellement de problème de pouvoir d'achat en France? Monsieur Sportouche, vous plaisantez. J'ai toujours tenu ce discours-là, de dire que le principal problème en France était effectivement celui du pouvoir d'achat. Et ça tombe bien. C'était le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, et les mesures que nous prenons pour les salariés, c'est celle de la valorisation du travail. Et pour ceux qui ne sont pas salariés, c'est ceux qui sont les plus fragiles, c'est l'augmentation du minimum vieillesse, c'est l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, c'est ça, c'est l'augmentation de la prime d'activité. C'est ça la réalité de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors vous voulez bien nous mettre dans des cases et considérer que le pouvoir d'achat serait notre ennemi, mais où vous avez vu ça? La réalité, c'est l'augmentation des salaires nets de tous les salariés à la fin du mois de janvier. Il y a aussi beaucoup de Français, près de 70% de son sondage, qui disent qu'ils ne vous font pas confiance pour améliorer leur pouvoir d'achat. C'est dire que la question est saillante. Monsieur Sportouche, vous savez que si on interrogeait, et d'ailleurs ça a été fait, les Français pour savoir s'ils ont confiance dans les journalistes, j'ai peur que vous arriviez au même niveau de score que nous. Ah mais ça, et ben moi, à l'inverse de vous, monsieur Sportouche, je vous l'opposerai jamais. Parce que je sais que quand vous posez la question aux Français sur les institutions en général, ils sont toujours pour deux choses. 1, baisser les impôts. 2, défendre toutes les dépenses publiques possibles. Alexis Brézé. Sujet qui n'a absolument rien à voir, Calais. Ces affrontements d'une gravité exceptionnelle dénoncés par Gérard Collomb entre, semble-t-il, érythréens, enfin entre passeurs d'un côté érythréen, d'autre côté afghan. On a le sentiment d'une grande impuissance de l'État, et qui ne date pas du gouvernement actuel, face à ce sujet-là, que régulièrement les ministres vont sur place pour se lamenter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il faut traiter la question de l'asile. Mais même je vais être encore plus pragmatique. Qu'est-ce que ça change ? Je ne demande pas l'asile. Non, mais la bagarre a été déclenchée sur une zone de distribution de repas. Dans les 2 semaines qui viennent, ces zones seront gérées par l'État et la distribution de repas sera par l'État à la place des associations. C'est un engagement du président de la République quand il s'est rendu sur place. C'est donc la responsabilité des associations s'il y a eu ces événements ? Elles n'ont pas les moyens d'organiser la sécurité sur des gens qui sont en tension parce que leurs conditions de vie sur place sont absolument épouvantables. Ça génère de la tension. Évidemment, je condamne la violence, mais je condamne aussi la violence faite sur les policiers. Je condamne aussi la mise en cause par certains prétendus journalistes de l'action de nos policiers à Calais. C'est ça aussi qu'il faut voir dans la globalité. Par exemple, où effectivement j'ai en tête les policiers blessés dans ce genre d'affrontement aussi. Quel type d'agents de l'État vont organiser cette distribution ? Commençons par organiser au niveau de l'État avec des présences policières pour sécuriser cette distribution de façon très pragmatique. C'est les policiers qui vont distribuer ? Non, je ne vous ai pas dit ça. Je crois que vous avez bien compris ma question. Ce seront des représentants de l'État avec des conditions de sécurité pour chacun et ce n'est pas les policiers qui vont distribuer. C'est des agents municipaux ou d'État ou comment ça va se passer ? Non, je vous ai parlé de l'État, je ne vais pas parler de municipalité. Donc des fonctionnaires de l'État soutenus par des policiers pour distribuer. Des femmes et des hommes, ce ne sera pas forcément des fonctionnaires, parce que je peux renvoyer sur la discussion que nous avons précédemment, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable d'être un fonctionnaire pour distribuer les repas, mais ça doit être l'État qui organise cela de la meilleure façon. Bon, au-delà de cette distribution. Au-delà de cela, c'est la question justement de traiter le sujet de l'asile pour ceux qui veulent rester en France, et c'est le projet de loi que nous présenterons au mois de février et qui sera débattu, qui actuellement est travaillé sous l'autorité de Gérard Collomb. Donc l'idée de raccourcir les délais d'examen des demandes d'asile ? Raccourcir pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui 96% des décisions de reconduite à la frontière ne sont pas appliquées. Parce que compte tenu des délais moyens, 14 mois, les gens sont dans la nature. Et donc aujourd'hui, on veut se donner les moyens. Les migrants qui sont calés ne demandent pas l'asile, par ailleurs. Mais j'essaye d'avoir un propos un peu global. Ouais. Si vous voulez, je traiterai la question des migrants qui veulent partir en Angleterre. Directement, c'est pour ça qu'ils sont à Calais. Mais le premier sujet, c'est la question d'accompagner et d'être plus généreux, plus humain, notamment dans les délais d'instruction, mais aussi dans l'intégration ensuite pour celles et ceux à qui on doit le statut de réfugié. C'est l'honneur de la France que de leur accorder asile. Ensuite, il y a les migrants économiques. Et le président de la République était, il y a 2 jours au Sénégal, il a traité de ce sujet. Il a traité de ce sujet par le co-développement. Parce que c'est justement en réussissant le co-développement
au Sénégal, par exemple, que vous enlèverez l'envie à des femmes et des hommes de fuir leur pays, de passer par des marchands d'esclaves, de passer par des filières organisées. Ben oui, mais c'est pas parce que ça fait tellement longtemps qu'il ne faut rien faire. Et donc, la réalité, c'est que vous avez d'un côté de l'asile, de l'autre des demandeurs d'accueil économique, et que nous devons faire la différence entre les deux, qu'il faut plus d'humanité dans l'accompagnement, il faut plus d'efficacité, il faut réduire les délais, et à Calais, il faut empêcher que se reconstituent des jungles, comme ça a été le cas, parce que vous savez que les conditions de vie sont inhumaines sur place. Vous avez parlé d'humanité, et il y a toujours cette question de la circulaire Collomb, dite Collomb, du 12 décembre dernier, qui permet d'entrer dans les centres d'hébergement. Beaucoup d'associations s'insurgent contre cela, et notamment également, chez vous, dans vos rangs, Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, elle est en marche. Et dans Le Parisien, elle qui a géré des centres, des Restos du Cœur, elle dit être hostile à cette circulaire, et elle dit même qu'il faudrait lui passer sur le corps pour entrer dans ces centres. Est-ce que ça vous interpelle quand vous entendez l'une des personnalités assez phares de votre majorité tenir des propos sur cette circulaire contestée? Mais bien sûr que ça nous interpelle. Et d'ailleurs, le Premier ministre a reçu toutes les associations pour les rassurer sur le fait qu'il ne s'agissait pas de trier, je prends un mot qui a été cité, mais il s'agit d'accompagner, d'identifier celles et ceux qui sont dans ces centres d'hébergement et qui, au fond, ne sont pas accompagnés. On identifie ceux qui peuvent rester, et par défaut, on identifie ceux qui n'ont pas vocation à rester, dont vous dites très justement qu'ils ne sont jamais accompagnés. Premier principe, l'universalité de l'accueil. N'importe qui doit être accueillis dans ces centres. Mais aujourd'hui, ces centres n'ont pas vocation à accueillir, par exemple, des gens qui sont en demande d'asile. Si vous réduisez de 14 mois à 6 mois l'instruction et que vous accordez l'asile, à ce moment-là, la personne qui a l'asile doit avoir des droits. Moi, je revendique la possibilité de lui donner des droits à la formation, de lui donner un droit au logement, plutôt que de l'héberger dans des solutions hôtelières. Mais la personne déboutée du droit d'asile qui est aussi dans ces centres. Et donc, je rappelle que dans cette circulaire, les seules personnes qui sont habilitées à venir sont des agents administratifs qui sont là non pas pour identifier et chasser, mais sont là pour accompagner les femmes et les hommes qu'ils ont, pour instruire leurs dossiers dans de bonnes conditions. Je vais vous prendre un exemple. Je reviens à ma région. Vous avez aujourd'hui un réfugié demandeur d'asile qui est passé par le col de Montgenèvre et qui arrive à Briançon. Le centre administratif qui va suivre son dossier, le pôle central est à Marseille. Briançon-Marseille, déjà pour vous et moi, c'est un peu une galère. Mais imaginez pour quelqu'un qui est en situation irrégulière et qui n'a pas d'argent, comment c'est compliqué. Le fait de dire les services de l'OFPRA vont pouvoir se rendre sur place et vont pouvoir les aider à instruire leur dossier ne me choque pas. Un fait divers cette semaine, Alexis Brézé, à Garges-les-Gonesse, qui a beaucoup fait parler aussi sur les affrontements communautaires. Oui, c'est un retraité qui s'est rendu compte que son logement était occupé par, semble-t-il, des gens du voyage, s'est retourné vers la justice qui lui a dit « Ah ben non, c'est des squatteurs, mais ils ont un droit de séjour. Enfin, ils peuvent rester chez vous parce qu'ils ont un ticket ils ont commandé une pizza, donc ils peuvent rester chez vous. » Et le retraité, évidemment en colère, a fait appel aux jeunes du quartier et qui sont allés virer manu militari les occupants. Est-ce que vous ne sentez pas est-ce qu'il n'y a pas derrière ça des montées de tensions communautaires dans ce pays ? Christophe Castaner. Qu'est-ce qui vous choque le plus aussi ? Que la justice se soit appuyée sur... Je ne vais pas commenter la décision de justice, je ne connais pas les éléments. Non, mais il y a la loi du talion, j'en ai appliquée là en l'occurrence. Voilà, c'est plutôt sur le principe de la loi du talion. Mais ce qui ressort de la question montre une vraie anomalie. Oui. Je vais qualifier cela comme ça, même si je ne veux pas commenter la décision de justice, je vais répondre à votre question. Vous voyez, je reste cohérent par rapport à ma remarque précédente. Et sur votre question et sur la base de votre question, je peux vous dire que ça apparaît comme une anomalie. Deuxième élément, on ne doit jamais accepter la loi du talion. Mais pour cela, il faut effectivement qu'il y ait des sécurités qui soient garanties à tout le monde. Et quelqu'un qui est propriétaire de son logement a le droit d'en jouir naturellement. Et donc, en dehors de la période hivernale où on n'expulse pas, il faut que l'État l'accompagne pour expulser. J'étais maire, j'ai vécu ça très régulièrement. C'est-à-dire qu'on toujours aller trop loin dans les protections accordées aux squatteurs ? Ah mais là, en l'espèce, rien ne justifie. Il y a deux problèmes. Il y a d'abord le problème de la personne qui fait ce qu'elle ne devrait pas faire, appliquer la loi du talion. Ça, vous pensez qu'il devrait être poursuivi pour ça ou pas ? Ces gens qui se sont... Non, je ne connais pas assez l'affaire pour dire est-ce qu'il doit être poursuivi ou pas. Je pense que... Vous n'avez pas d'avis sur cette question-là ? Non, vous ne soyez pas caricatural. Vous avez un avis ? Non, mais alors, monsieur Sportouche, est-ce que vous pensez qu'il doit... Je suis là pour vous poser des questions. Est-ce que vous pensez, vous, intimement, que la loi du talion peut... Est-ce que, dans ce cas précis, est-ce que la justice devrait s'en mêler ? Voilà la question. Alors, vu que vous posez des questions, mais c'était pas l'autre, est-ce que vous m'écoutez ? Est-ce que vous ne m'avez pas entendu dire que la loi du talion ne doit pas s'appliquer ? Je vous parle sur une procédure judiciaire, là vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus. Et voilà, évidemment. Par contre, je vais finir quand même mon idée, j'essaie d'avoir une pensée en deux temps. La première, c'est pour la personne, et la conséquence, c'est que globalement, vous avez aujourd'hui des propriétaires qui ne mettent pas
leur logement sur le marché locatif, parce que le type de bail est trop protecteur, etc. Dans la loi logement, portée par Jacques Mézard et Julien Denormandie, on assume aussi de mettre en place des outils qui vont permettre de remettre sur le marché locatif des logements. Mais il faut de la sécurité pour le propriétaire. C'est légitime aussi. Et vous verrez que si vous donnez plus de sécurité, si vous donnez plus de garanties aux propriétaires, vous aurez des logements qui vont revenir sur le marché et qui conforteront le droit d'être bien logé. Juste un mot. En 2002, on a voté une loi qui dit droit au logement opposable pour tous. Depuis 2002, est-ce que vous pensez qu'on est bien logé ? La réponse est non. Donc oui, assumons là encore de passer de droits formels à des droits réels et ne perdons pas notre temps dans des débats qui nous intéressent, nous, journalistes et politiques, mais qui n'intéressent pas les Français qui sont mal logés. Marie-Pierre, justement, l'intérêt des Français pour cette émission, il est toujours là. Et Marie-Pierre Haddad nous a rejoint pour une seconde série de questions. Oui, on a eu beaucoup de commentaires de retraités. Alors, ils sont pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Isabelle, elle est à la retraite, donc elle dit « Je touche 1 460 €, retraite complémentaire comprise, je paye 27,25 € d'augmentation de la CSG et je n'ai pas le droit à la réduction d'impôts locaux. Avec mon mari, ça nous fait 800 € par an de CSG en plus. » Et elle dit « J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. » Et on a aussi Bernadette qui dit que c'est très bien de penser aux salariés, mais qu'il faut aussi penser aux retraités qui ont une petite retraite. Son mari a 1 200 € et elle touche 600 €. On a aussi, à côté de ça, un autre thème qui a beaucoup... On va peut-être vous laisser répondre je vais vous sur cette redire question. Ce que je dis. Je ne nie pas. D'ailleurs, 1 250 €, elle est à 1 200. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle est en couple, qu'elle parle de son mari. Le seuil est à 1 400 €. Mais peut-être que son mari a aussi une pension. Et c'est comme pour les impôts, il faut cumuler les deux. De même, si elle n'est pas bénéficiaire de l'exonération de taxe d'habitation, je rappelle quand même que pour un couple, c'est jusqu'à 5 000 € net par mois. Donc ça veut dire quand même que vous pourriez apporter un correctif ou pas sur ces situations où pour l'instant, c'est pas on pourrait même le supprimer. Il faut juste trouver 20 milliards. On pourrait dire, il n'y a pas de souci. On a baissé les charges d'un côté pour augmenter le pouvoir d'achat, parce que vous m'interrogez sur le pouvoir d'achat de tous les salariés français, et on ne se préoccupe pas de la recette. Et ce qu'on fait, on le met de côté, on en fait une dette supplémentaire pour la suite. C'est un peu le sens de votre questionnement depuis tout à l'heure. Juste, moi, je voudrais rester sur des grands principes. L'argent que vous distribuez, à un moment donné, il faut le trouver. Ou alors, vous faites de la dette. On peut fuir la dette, on peut se dire c'est pas très grave. Elle ne fait que un peu plus de 2 000 milliards pour la France. C'est pas très grave. Moi, je pense que c'est grave. Une dernière question, Marie-Pierre Et donc, je voudrais juste dire aux retraités que je comprends qu'ils râlent. Mais en même temps, on a été clair. Pendant la campagne électorale, c'était le 10 décembre. Le candidat Emmanuel Macron avait annoncé cette mesure d'augmentation de 1,7. Et on avait dit, il y aura 2 seuils. Un seuil à 1 200 et un seuil à 1 400 € et 1,7% d'augmentation. Mais je pense que les retraités en question savent aussi ce que compte la solidarité nationale. Dans les EHPAD, l'accueil en EHPAD, c'est plus de 109 € par jour. On le prend en charge. La solidarité nationale, elle a aussi du sens. Une toute dernière question très rapide. Alors très rapidement sur Marlène Schiappa, donc ça a beaucoup aussi fait réagir en direct sur Facebook Live, mais on a Diane qui dit on critique Marlène Schiappa en disant qu'elle ne doit pas faire de commentaires sur une affaire en cours, mais Édouard Philippe et les autres ministres ont soutenu Gérald Darmanin et là aussi c'est une affaire en cours. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence ? Mais moi je n'ai pas critiqué Marlène Schiappa, je vous ai même dit, j'ai dit la même chose qu'elle. Mais vous avez soutenu Gérald Darmanin. Non, je n'ai pas soutenu Gérald Darmanin, j'ai juste dit que dans une société démocratique, une accusation ne vaut pas condamnation. J'espère que ça vaut pour Gérald Darmanin comme pour chacun d'entre nous. C'est ça la réalité. Il y a une accusation, je ne la conteste pas. Et donc il mènera la réforme de la fonction publique. Non mais attendez. Gérald Darmanin. Je renverse votre question. Donc s'il ne doit pas la mener, c'est que vous considérez qu'une accusation vaut condamnation, vaut retrait de la vie politique ? On applique ça à tous, y compris aux journalistes ? Je pense que ça n'est pas sain. Et donc attention, on a une règle stricte. Une personne mise en examen doit quitter le gouvernement. Franchement, une simple accusation, et même si elle est extrêmement grave, il faut qu'il y ait une instruction et qu'il y ait quand même un juge qui puisse dire voilà la réalité des faits. Je pense que c'est ce qui protège notre démocratie. Merci beaucoup Christophe Castaner, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle semaine et à la semaine prochaine.